Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment se porte l'investissement en immobilier de logistique en ce début d'année 2023 après l'intérêt fort qu'a connu cette typologie d'investissement de la part des épargnants en 2022. Nous poserons la question à François-Régis de Cauzan, le directeur du Capital Market Logistics France chez CBRE. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine et cette fois-ci nous nous intéresserons à l'investissement immobilier toujours mais en viager. Nous nous demanderons quelle place cela peut prendre dans la gestion de son patrimoine. Une question que nous poserons à Stanley Naon, directeur général de René Coste, mais aussi à Yann Videcoq, directeur général d'Arkea Reim. A tout de suite. Comment se porte l'immobilier logistique? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui, une question tout à fait légitime alors que l'immobilier logistique faisait figure de typologie d'investissement immobilier qui offrait les rendements les plus avantageux ou en tout cas de dynamique de marché la plus dynamique justement l'année dernière. Qu'en est-il aujourd'hui, début 2023, voici la question que nous allons poser à François-Régis de Cauzan. Bonjour François-Régis de Cauzan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du Capital Market Logistics France, mais aussi exécutif directeur au sein de l'équipe Capital Market Logistics Europe. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous expliquer quelles sont les dynamiques de marché en matière d'immobilier logistique. Je vous propose peut-être dans un premier temps de nous expliquer comment fonctionne aujourd'hui, quel est l'état des lieux finalement de la dynamique du marché locatif de l'immobilier logistique aujourd'hui avant d'aller sur l'investissement. On entendait souvent l'année dernière quand on comparait ce type d'immobilier à du résidentiel, à du bureau ou autre, que c'était là où on pouvait aller chercher de la performance puisque c'était porté par tout ce qui était e-commerce et vente à distance. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que comme tout le monde y est allé, maintenant on se calme un petit peu? C'est une très bonne question. Je pense qu'on a la chance d'évoluer sur un marché qui est sain, en France et en Europe. Il y a des utilisateurs qui sont toujours là. D'accord. Aujourd'hui pour réorganiser leur supply chain, pour prendre de nouveaux bâtiments et notamment dans un contexte de verdissement des bâtiments, dans un contexte de on veut des bâtiments plus récents, donc qui potentiellement consomment un petit peu moins d'énergie. Donc aujourd'hui, la dynamique est toujours porteuse, malgré le contexte. On a eu la chance d'avoir le Covid qui, en logistique, a été très porteuse. Bien sûr, et autres. Est-ce que ça a accéléré des usages d'achat à distance, justement, ou sur le digital? Tout à fait. Donc on a dynamique porteuse durant le Covid. Depuis, les choses se sont bien passées. Bon, ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé début 2022 avec un changement de paradigme complet, un coût de l'argent qui ne cesse d'augmenter. Donc, les choses ont un petit peu changé, mais il n'en demeure pas moins qu'en 2022, l'offre s'est bien tenue, la demande également. On est à peu près au niveau de la moyenne à 5 ans. D'accord. Donc on n'a pas à rougir, je pense en tout cas le marché se porte bien. Donc l'offre et la demande se tiennent, mais alors vous mentionnez effectivement deux éléments. C'est vrai que à la réouverture des économies après l'épisode Covid, on sentait vraiment qu'il y avait presque des nouveaux modes de consommation. Il y avait une grosse accélération de la vente à distance et on attendait donc que ça porte donc en conséquence l'immobilier logistique. Vous avez mentionné la hausse du coût du financement. Alors on en parle beaucoup dans cette émission quand on parle d'immobilier résidentiel. Ça a un impact sur l'immobilier logistique également ? La plupart des investisseurs aujourd'hui, enfin à l'époque se finançaient. Aujourd'hui, se finance un petit peu moins. D'accord. Et in fine, chacun cherche une prime de rendement par rapport à un coût de l'argent pour un État, par exemple. Donc, début 2022, un investisseur se finançait pour investir dans de la logistique à peu près 150 points de base. Donc, ça veut dire 1,5%, si ce n'est pas un peu moins. D'accord. Aujourd'hui, avec la remontée de l'Euribor, c'est plutôt 4,25%. Donc quasiment triplé en l'espace de 12 mois. Et donc ça a eu un impact direct sur la rentabilité des investisseurs et les rendements qu'ils peuvent en espérer. Donc oui, ça a eu un impact sur les prix. En logistique, le rendement a remonté d'à peu près 100 points de base en 12 mois, donc fin 21,
fin 22. Ça va certainement continuer un petit peu à augmenter. Parce que justement, c'est une des questions, alors plus côté investissement, mais quand on voit que c'était parmi les typologies d'actifs immobiliers, celles qui offraient ou qui avaient déjà des perspectives de rendement les plus intéressantes, on peut se demander si le fait que tous les investisseurs y soient allés n'a pas contribué à créer finalement ou aller chercher un rendement là qu'on pourrait aujourd'hui trouver ailleurs, et se demander si ça va continuer à être dans la même dynamique. Vous pensez qu'il reste encore une poche d'accélération sur le sujet? Bon, je ne vais pas détruire la non, bien dans sûr. laquelle je travaille, mais néanmoins, de façon objective, la logistique a attiré à peu près au niveau européen et français un quart des investissements. D'accord. Donc c'est très significatif. Il faut quand même se souvenir qu'il y a... Des investissements en immobilier. En immobilier, pardon. Et il y a une demi-douzaine d'années, on était à la moitié de ça. Donc il y a eu effectivement une évolution très significative. On est, par rapport au bureau, par rapport au résidentiel, théoriquement, on offre des rendements qui aujourd'hui sont, malgré cette décompression, toujours attractifs, parce que donc le taux prime est supérieur à 4,25 aujourd'hui. En résidentiel, c'est un petit peu moins. Les bureaux, ça dépend. Surtout, une grande force par rapport au résidentiel qu'on a en logistique, c'est qu'on peut capter l'inflation via une indexation qui aujourd'hui n'est pas limitée. D'accord. Ouais. Et donc ça veut dire que... Donc les locataires payent des loyers plus chers, indexés sur l'inflation, et c'est moins régulé que dans le résidentiel. D'accord. Donc ça, encore faut-il que les locataires puissent les payer. Puissent les payer. Alors je touche du bois, mais pour l'instant on a plutôt des bons retours. D'accord. Oui, ici et là, il y a quelques locataires qui ont des difficultés, mais pour l'instant c'est plutôt un secteur qui, encore une fois, grâce au Covid, a pu bénéficier, a pu gagner plus d'argent, même si les coûts ont augmenté, et qui continue à faire de très belles marges. Il suffit de regarder quelques grands groupes français dans la logistique et le fret maritime qui ont fait de très très beaux résultats. Donc ça marche encore très bien pour eux. Une question basique mais essentielle pour comprendre. Quand j'investis dans l'immobilier logistique, concrètement, je finance quoi? Vous avez parlé de transition des bâtiments. Je finance de la construction, ou est-ce qu'aujourd'hui, en France et en Europe, on a suffisamment de bâtiments pour assurer les besoins en logistique? Concrètement, on finance quoi comme projet? Alors c'est une bonne question. La majeure partie du parc est un parc stabilisé, vieillissant ou pas, mais un parc qui en France, en l'occurrence, a plutôt été construit après 2002, où il y a eu une grosse réglementation sur les autorisations d'exploiter. Donc, ce sont plutôt des actifs existants. Néanmoins, vous pouvez acheter des actifs en développement, et là, dans ce cas-là, avec ou sans locataire. Donc, vous prenez un risque plus ou moins élevé, donc il y a une prime. Donc on construit encore aujourd'hui des entrepôts logistiques, ou pas forcément que des entrepôts, mais... On construit des entrepôts, on construit d'autres typologies d'actifs dans la logistique, comme des messageries, comme des actifs du dernier kilomètre. On construit tout ça, et même c'est une tendance qui augmente, j'ai envie de dire. Une chose est certaine, c'est que va y avoir un gros investissement, pour répondre à votre question, sur tout ce qui est ESG. Donc les critères environnementaux. Aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler l'autre jour. Les sujets des labels environnementaux sont primordiaux pour les investisseurs, bien sûr, mais aussi pour les banques qui financent. D'accord. Donc ne pas avoir de label peut être un frein à la liquidité d'un actif. Donc on finance aussi ça aujourd'hui via des CAPEX quand vous détenez l'actif en patrimoine, ou lors de la construction d'un nouveau bâtiment avec un label qui est systématique désormais. On a des statistiques à ce sujet qui sont, je pense, assez parlantes. C'est que 28% des investisseurs aujourd'hui, s'il n'y a pas de critères ESG, s'apprêtent à vendre ces actifs. D'accord. Même dans l'immobilier logistique, où on a peut-être un peu plus de mal à imaginer comment on peut faire la transition de cet immobilier vers quelque chose de plus vert ou plus durable. En fait, il y a des choses assez simples, c'est tout simplement remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Donc comme dans le résidentiel finalement. Exactement. D'accord. Mettre des panneaux photovoltaïques en toiture si la structure le permet. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent être faites. Donc on agit sur la gestion de l'énergie dans un entrepôt comme dans des bureaux ou de l'immobilier résidentiel. Tout à fait. Si j'en viens vraiment d'un point de vue investisseur, il y a deux types d'investisseurs finalement dans l'immobilier logistique. Il y a l'épargnant final, mais aussi finalement les institutionnels qui vont arriver avec des tickets d'entrée peut-être un petit peu plus conséquents. Est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous constatez d'ailleurs, je vous pose la question de manière très ouverte, en matière d'appétence pour ce type d'investissement, pour cette typologie du côté de ces deux grandes catégories d'investisseurs? Alors, les institutionnels continuent à investir et c'est toujours le même sujet, allocation à l'immobilier,
dans la gestion de leur bilan. Et ensuite, dans l'immobilier, quelle partie est la logistique? Donc la logistique a augmenté pour rattraper tout le retard, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, la logistique, c'était pas grand-chose. Mais il y a eu un effet vase communicant entre, par exemple, de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de commerce, de l'immobilier résidentiel, qui passait vers du logistique ou pas forcément? Alors, peut-être, une chose est certaine, c'est que vous savez, CBRE réalise de temps en temps des sondages auprès des investisseurs avec lesquels on travaille. En l'occurrence, on fait un sondage tous les ans, cette année auprès de 650 investisseurs au niveau européen. Et il ressort de ce sondage que le bureau baisse un petit peu, de 10 points de mémoire. En revanche, la logistique progresse. D'accord. Et passe à 23% des intentions d'investissement. Donc on ne sait pas s'il y a un vase communicant, mais... équilibrage, mais les prix ont augmenté, donc in fine, tout ça se normalise à peu près. Et en mètre carré, on reste à peu près stable. Ensuite, pour répondre à votre question sur les particuliers, et donc dans l'immobilier institutionnel que je traite, il y a les fameuses SCPI. Bien sûr. Et donc ces SCPI, j'ai une statistique qui pour le coup est très parlante. En 5 ans, les volumes engagés par les SCPI ont quasiment été multipliés par 7 pour arriver en 2022 à 500 millions d'euros investis en France dans la logistique. Donc à l'époque, c'était 70 millions, pour faire simple. Aujourd'hui, on est à 500 millions. Et je pense que cette année, parce que ce sont les investisseurs qui investissent sans dette, parce que ce sont les investisseurs qui cherchent du rendement et la logistique permet d'avoir une prime un peu supérieure à d'autres classes d'actifs, ils vont continuer à investir massivement dans la logistique, qui reste un actif liquide dans le contexte actuel. Eh ben, vous reviendrez sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous expliquer si effectivement, en milieu d'année, vous constatez que les investisseurs sont toujours intéressés par cette typologie. Merci beaucoup François-Régis de Causan d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine décrypter effectivement l'investissement en immobilier logistique en ce début d'année. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au viager, à l'investissement immobilier via le viager. Nous allons nous demander ensemble quelle est la place que peut prendre le viager dans la gestion de son patrimoine. Une question que nous allons poser à 2 experts du sujet, à Stanley Naon tout d'abord. Bonjour Stanley Naon. Bonjour. Vous êtes directeur général de René Coste qui propose des solutions de viager justement via de l'intermédiation entre un vendeur et un acheteur, mais aussi via de la gestion de fonds dédiés aux viagers. Et nous allons poser également cette question à Yann Wittkok. Bonjour Yann Wittkok. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Arkea Reim qui gère notamment un fonds dédié aux viagers qui s'appelle Silver Avenir. Vous nous en parlerez dans un instant. Je vous propose de commencer avec vous, Stanley Naon. Il y a finalement... Je vais revenir sur cette image d'Épinal qu'on a toujours du viager, mais j'ai l'impression que c'est toujours c'est ce qu'on a en tête quand on parle de l'investissement en viager. Il y a plusieurs manières d'investir en viager. Il y a effectivement la transaction entre un acheteur et un vendeur qui implique dans la méthode de calcul de valorisation de l'actif immobilier d'anticiper potentiellement la date de décès du vendeur ou de la vendeuse, mais ça n'est pas la seule façon. C'est la façon la plus connue, mais ça n'est pas la seule façon. Oui, effectivement, on peut investir de 2 manières aujourd'hui en viager, en nue propriété, qui sont des formes de démembrement de propriété qui se ressemblent beaucoup. D'accord. Les 2 manières d'investir sont soit en direct, donc c'est un investisseur particulier qui va acheter un actif immobilier en viager à un senior, un retraité propriétaire, ou effectivement via des fonds et... Votre autre invité en parlera également. Vous avez fait la différence avant de parler. Donc il y a effectivement ou en direct ou via des fonds. On va y revenir, on va consacrer l'émission là-dessus. Mais juste avant, vous avez fait une autre dualité qui est viager ou nue propriété. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est les mêmes mécanismes, c'est ça? Oui, le mécanisme est le même. Le vendeur va rester chez lui. C'est ça la proposition de valeur du viager et de la nue propriété. Et les modalités de paiement de cet investissement sont différentes. En viager, on va payer un capital qu'on appelle bouquet plus une rente, la fameuse rente viagère. D'accord, où là on paye, c'est l'acheteur qui paye tous les mois au vendeur effectivement une rente. Exactement. Et en nue propriété, on est dans le même schéma dans le sens où le vendeur reste également chez lui, mais par contre le paiement consiste en un versement unique et immédiat. D'accord. Donc évidemment un capital qui est plus important, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de rente associée à cet investissement-là. Donc on touche et finalement un capital plus important, on reste toujours dans son bien immobilier quand on est vendeur, oui. Mais on n'a plus de rente par la suite. Voilà, exactement. Yann Wittkok, vous êtes donc, Arkea Reim gère un fonds dédié aux viagers qui s'appelle Silver Avenir. Comment est-ce qu'on arrive à financiariser un investissement immobilier comme le viager ?
C'est ce qu'expliquait Stanley. Alors, on est sur une forme particulière de viager. Nous, c'est du viager sans rente. D'accord. Donc, effectivement, ça se rapproche. Mais ça reste du viager, c'est pas de la nue propriété. On fait les deux. D'accord. On propose les deux solutions. On a une grille tarifaire. En fait, le tarif va un petit peu changer parce que, en fait, la différence essentielle entre le viager et le démembrement, c'est qu'en démembrement, la personne va pouvoir louer son bien. Donc, les seniors qui, en général, parfois ont l'habitude de partir l'été ailleurs et louer leur résidence, ils peuvent continuer à le faire en démembrement parce qu'ils ont le droit quand ils ont l'usufruit, ils ont le droit de louer leur propriété. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est en viager parce qu'on n'est plus propriétaire. Exactement. En viager, vous ne pouvez pas louer normalement. Sauf s'il y a un accord peut-être avec Sauf s'il y a un accord, mais dans les cadres standards, c'est que vous ne pouvez pas louer. Et donc, c'est quelque chose une solution unique. Ça permet aux seniors de financiariser leur immobilier. Aujourd'hui, c'est la seule solution en France de financiarisation de l'immobilier qui existe. C'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis ou en Angleterre. Vous avez un crédit immobilier que vous pouvez recharger. Et voilà. En France, ça n'existe pas. On est sur des taux fixes. Et donc, ce moyen, ce viager sans rente et ce démembrement, c'est vraiment un moyen pour les seniors d'organiser leur gestion de patrimoine et d'organiser... D'accord, pas pour les investisseurs, mais pour ceux qui vendent finalement. Pour ceux qui vendent. Moi, je parle vraiment de ceux qui vendent, exactement. Pour ceux qui vendent, c'est vraiment une façon, soit d'organiser sa fin de vie, de dire, moi, j'ai envie de donner, et c'est plus facile de donner du cash que de donner de l'immobilier. Donc, ça permet. Donc, je vends en viager et je transmets directement aux générations futures. Ou alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des publics qui sont relativement différents parce que le viager avec rente, ça va être des gens qui ont besoin de cette rente pour vivre, en fait. D'accord. Alors que le viager sans rente, souvent, c'est des gens qui ont suffisamment pour vivre et qui ont... Mais alors pourquoi ils le font s'ils ont suffisamment pour vivre ? Parce qu'ils ont un besoin supplémentaire. Soit, nous on a récemment eu des couples qui nous disaient, moi je voudrais améliorer ma fin de vie en ayant des aides à domicile et tout ça. Et je vis très bien, mais une aide à domicile à 100%, je ne peux pas. En financiarisant, en récupérant cette soulte de cash, qui est de l'ordre de 70%, on va dire, de la valeur du bien, donc une belle somme, je vais pouvoir financer ça. Ou alors d'autres qui nous disent, moi j'ai envie d'organiser ma succession, donc je vais pouvoir donner. Donc c'est vraiment, ça répond à une vraie demande des seniors et on a vu vraiment le marché évoluer ces dernières années sur des seniors qui de plus en plus sont attirés par cette solution. Stanley Naon, si on reste sur les vendeurs avant de passer aux acquéreurs qui peuvent du coup avoir un profil d'investisseur ou non, quel est le profil que vous constatez de ces vendeurs finalement ? Vous constatez vous aussi une évolution ? Est-ce que par exemple, c'est peut-être une idée complètement reçue, mais est-ce que les vendeurs en viager ou en nue propriété sont forcément des gens qui n'ont pas d'héritier ? Alors pas du tout, puisque près de 2/3 des personnes qui vendent en viager ou en nue propriété ont effectivement des héritiers, et ces héritiers sont même très souvent partie prenante dans cette opération. D'accord. Comme l'a dit Yann, une partie de ces retraités qui vont monétiser leur patrimoine vont effectuer des donations à leurs enfants. C'est intégré dès le début finalement de vendre en viager pour ensuite effectuer des donations. Tout à fait. Donc il y a une multitude de projets en fait qui répondent à ces opérations de viager et de nue propriété. Il y a des gens qui ont besoin d'améliorer leur quotidien, qui ont besoin d'un peu plus d'argent à chaque fin de mois. Il y a des gens qui ont besoin de rembourser un crédit, qui peuvent avoir un reliquat de crédit, donc ils vont souhaiter faire ça. Il y en a qui vont faire des donations, il y en a qui ont des projets. Ça répond à une multitude de projets. Et j'allais dire, le point central, c'est à un moment donné, pour un retraité, d'être capable de monétiser son patrimoine immobilier. Et cette monétisation, c'est un peu le moyen d'aller chercher le fonds de pension, je dirais le fonds de pension des Français, qui est l'immobilier et souvent la résidence principale. Donc l'investissement qu'on a fait pour sa retraite, finalement, le monétiser au moment où on est effectivement à la retraite et où on a besoin d'une partie de ce capital ? Exactement, sachant que 80% du patrimoine des Français, il est dans cet immobilier qui est par nature assez liquide, et seules ces opérations de démembrement de propriété, donc viager et nue propriété, sont en mesure de mettre un distributeur de billets, si je puis dire, sur cet immobilier. Pour le vendeur, oui, c'est ça. Pour le vendeur, tout en continuant à en profiter. Parce qu'on peut vendre son bien immobilier et du coup, il faut chercher autre chose, un autre logement, etc. Mais si on veut rester chez soi, continuer à bénéficier de ce patrimoine, rester d'une certaine manière propriétaire à vie
de son logement tout en continuant à en profiter et en monétisant une partie de ce capital accumulé, c'est ces opérations qui le permettent aujourd'hui. Alors justement, Yann Wittkopf nous a donné tout à l'heure une estimation de 70% du prix du bien finalement qu'on reçoit d'un coup. Comment est-ce qu'on monétise, comment est-ce qu'on valorise le bien immobilier? Est-ce que c'est fonction de l'âge du ou des propriétaires? Est-ce que c'est la seule variable? Comment est-ce qu'on monétise ça? Alors le point de départ, c'est la valeur de l'actif immobilier, c'est la valeur du bien. Et effectivement, en fonction ensuite de l'espérance de vie et du coup de la durée estimée restante pour les gens qui vont continuer à vivre dans leur logement, on va déterminer le montant de cette indemnité d'occupation qui effectivement, quand on a des personnes assez âgées, ça peut être 30%. Donc la valeur du bien, ils vont pouvoir en obtenir 70%. En moyenne, on est autour effectivement de 60%, puisqu'il y a effectivement... la moyenne d'âge, c'est à peu près 75 ans, donc à peu près 15 ans d'espérance de vie. 15 ans d'espérance de vie où on va vivre sans loyer, et c'est ces 15 ans qui correspondent à la décote moyenne du marché. Une question qui va nous permettre de passer aux acheteurs, aux acquéreurs, aux investisseurs. Dans une transaction immobilière classique, on peut négocier la valeur d'un bien immobilier. C'est possible quand on passe sur du viager ou de la nue propriété? Oui, alors il y a, comme sur le marché immobilier, on a un prix de départ qui a une valeur d'expertise, une valeur de marché du bien. Et évidemment, en fonction des propositions, des contreparties, on peut être amené à revoir ce bien. Donc on est sur un marché, très souvent 90% de ce marché, c'est un marché de gré à gré entre particuliers. Donc effectivement, il y a des offres, il peut y avoir des contre-offres. Après, c'est un marché qui ne négocie pas énormément, parce qu'il est quand même assez encadré. Plus que l'immobilier. Des opérateurs du marché. Yann Wittkopf, on a évoqué tout à l'heure donc le profil des vendeurs. Côté acquéreur, est-ce que vous constatez acquéreur ou investisseur d'ailleurs, puisque là on parle d'un fonds, est-ce que vous constatez un frein particulier à aller investir sur un investissement qui financiarise un immobilier et dont la méthode de calcul est liée à la fin de l'espérance de vie ou à la fin de vie des vendeurs? Non, c'est l'inverse. En fait, on a dû, nous, maîtriser la collecte, parce qu'on a collecté beaucoup. D'accord. On a collecté en 2021 400 millions d'euros. On a freiné en 2022 pour pouvoir maintenir la performance du véhicule, puisqu'on fait 5,31 de performance en 2022, ce qui nous place la deuxième meilleure SCI, je pense, dans les plus grosses collectes du marché. Donc mais alors, elle vient d'où la performance? Parce que quand on fait du viager, on achète, effectivement on achète moins cher, mais on sort de l'argent, qu'on n'en fait pas rentrer via des loyers ou autre. Ouais, elle vient de cette décote en fait à l'acquisition, elle vient de la décote entre la valeur d'expertise et la valeur d'acquisition. Donc il y a, effectivement, c'est pas sur du loyer, on ne touche pas de loyer pendant toute la durée du... Et d'ailleurs cette décote, elle vient... En fait, le calcul de la décote, c'est une analyse du loyer qu'auraient payé les occupants pendant cette durée, et on retranche grosso modo ce loyer, et c'est ça qui donne la décote en fait. C'est comme si... Et donc effectivement, la valeur et la performance du fonds, elle vient de l'augmentation des valeurs d'expertise, parce que acheter des biens comme les nôtres en viager, c'est pas acheter des biens partout en France. Pour le coup, on est assez sélectif sur ce qu'on achète, nous, parce que ça reste un fonds immobilier, donc il faut de la liquidité. C'est-à-dire que l'objectif, à terme, c'est de vendre les biens. Et donc, il faut que c'est ce qui ramène le rendement. C'est ce qui ramènera la performance ultérieure. Et donc, il faut qu'on soit dans des zones. C'est vrai que la différence par rapport à des particuliers, c'est que nous, on va regarder que certaines zones. On regarde tout l'arc atlantique, le quart sud-est de la France, parce qu'il y a une population de seniors qui est très forte. Et en plus, c'est des zones sur lesquelles le marché résidentiel est encore en forte croissance. Et puis l'Île-de-France. Alors, l'Île-de-France, avec bien évidemment des disparités. Mais encore une fois, la différence vraiment entre les deux formes de viager sans rente et viager avec rente, c'est vraiment la valeur du bien, je dirais. Sur le viager sans rente, on est sur des valeurs un peu plus élevées. Nous, la valeur moyenne de notre bien à l'acquisition, c'est 1,8 million. La valeur médiane, c'est 1,1 million. Et donc, vous voyez qu'on est sur des biens plutôt haut de gamme, je dirais. Et donc, on n'est pas impacté pareil au niveau du marché résidentiel. La grande différence entre investir dans un fonds qui fait du viager ou acheter directement en viager, c'est quoi? C'est le ticket d'entrée? C'est le ticket d'entrée, c'est la simplicité de gestion. C'est-à-dire que vous pouvez investir à partir
D'une part, alors c'est que via des contrats d'assurance vie, c'est un support d'unités de compte d'assurance vie qui sont distribués chez plusieurs assureurs en France. Et donc, c'est très simple. Vous avez la fiscalité qui est la fiscalité de l'assurance vie. Vous avez la performance de ce véhicule qui a été de 5,31 l'année dernière. Et donc, il y a une simplicité de gestion qui est différente de l'achat en direct. Stanley Naon, rapidement, on peut estimer, on a parlé effectivement d'un rendement pour un fonds, c'est plus facile à calculer. Quand on fait de la transaction de gré à gré, on peut quand même estimer un rendement sur un investissement en viager ? Oui, tout à fait. On a un rendement moyen qui est légèrement au-dessus de 6%. Donc ça, c'est les rendements de long terme estimés pour toutes sortes d'opérations, sur des opérations de taille un peu plus modérée, parce qu'effectivement, dans les fonds gérés, on est plutôt sur des tailles plus importantes. Mais du coup, c'est à peu près ça le rendement. Les investisseurs particuliers, ils investissent souvent près de chez eux. D'accord. C'est comme l'investissement immobilier. Dans quelque chose qu'ils connaissent, finalement. Dans quelque chose qu'ils connaissent. Comme l'investissement locatif, finalement, on investit près de chez soi et on investit pour préparer sa retraite, donc avec des objectifs qui sont assez simples. Yann Vidcock, il nous reste quelques secondes. Un mot sur les risques liés à ce type d'investissement ? Il y a un risque de liquidité, c'est un fonds immobilier. Donc à partir de ce moment-là, le jour où le marché se retourne, ça peut être plus compliqué. Après, on est sur des fonds immobiliers très particuliers parce qu'on est sur des tout petits actifs. 1,8 million, ça peut sembler gros pour du résidentiel. Mais si vous comparez à une UC immobilière classique de fonds bureau, c'est ridiculement faible parce qu'en général, l'actif moyen d'un fonds bureau, c'est 30 millions, 40 millions, 50 millions. Donc ce risque, il est maîtrisé là. Il y a un risque de marché parce qu'effectivement, si les valeurs baissent, la valeur liquidative de votre fonds va baisser. Donc voilà, c'est les risques usuels des fonds immobiliers. Merci beaucoup Yann Vidcock, merci beaucoup Stanley Naon d'être venus tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart. Merci. Merci.